L'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette double attaque à Béni en République démocratique du Congo ce dimanche. Elle a été revendiquée par le groupe État islamique. Les autorités congolaises ont décrété lundi la fermeture des marchés, des écoles, des églises pour une durée de 48 heures. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Laurent Gbagbo, de retour dans son village natal de Mama, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un retour après 10 ans d'absence. Ses partisans et ses proches étaient au rendez-vous pour l'accueillir. Les détails dans ce journal. Et puis en Éthiopie, les rebelles séparatistes tigréens sur le point de reprendre la capitale de leur région, Mekele. L'administration intérimaire et l'armée ont quitté les lieux face à une avancée des rebelles séparatistes. Dans le même temps, le gouvernement éthiopien a décrété un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel. Nous serons en direct d'Addis Abeba dans cette édition. Les marchés, les écoles et les églises sont fermés pour 48 heures à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Décision des autorités congolaises au lendemain d'explosions à la bombe. La première a explosé dimanche matin dans une église catholique, la deuxième le soir. Ces attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonneroux. Une première bombe a explosé dimanche matin vers 6 h heure locale dans une église catholique du quartier de Boutsili à l'ouest de la ville de Béni. Cette explosion survenue quelques minutes avant le début de la messe a fait 2 blessés mais aucun mort n'est à déplorer. En fin de journée, à 19h30, une deuxième détonation a été entendue, cette fois-ci en plein centre de la ville de Béni. Cette deuxième explosion a fait 2 blessés et 1 mort, le porteur de la bombe. Alors selon l'armée, cette deuxième attaque aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. L'homme se serait isolé quelques instants pour manipuler sa bombe et cette dernière a finalement explosé trop tôt. L'assaillant, en tout cas, était bien connu des services de sécurité congolais. Il s'agit d'un citoyen de nationalité ougandaise qui aurait été impliqué dans le recrutement de nouveaux combattants pour le compte des ADF. Alors ce qu'il faut retenir de ces 2 attaques de dimanche, eh bien, c'est l'évolution du mode opératoire en utilisant ainsi des bombes placées à des endroits stratégiques. Les ADF s'inspirent de plus en plus du groupe État islamique avec lequel ils sont soupçonnés d'entretenir certains liens, même si l'ONU n'a jamais réussi à établir de lien de commandement direct entre les 2 organisations. Dans un rapport publié au début du mois de juin, un groupe d'experts de l'ONU s'inquiétait déjà de l'utilisation possible par les ADF de bombes suicides. On en vient à ces accusations à l'encontre d'instructeurs russes en Centrafrique. Selon un rapport de l'ONU, ces instructeurs auraient commis, je cite, des violations du droit humanitaire international, des accusations qui contredisent les affirmations de Moscou, qui assure que, de son côté, que ces instructeurs ne sont pas armés et ne combattent pas. Les précisions à Bangui de notre correspondant Clément Diroma. Pillage, recours excessif à la force, ce sont les mots utilisés par des experts des Nations Unies envoyés en Centrafrique dans un rapport qui pointe du doigt les forces nationales, ses alliés russes et aussi les troupes rebelles. Alors les experts de l'ONU, après avoir récolté des témoignages, dénoncent des violations du droit humanitaire international. À propos des forces russes que ce rapport désigne comme des instructeurs, eh bien les experts mentionnent leur participation active dans les combats en tête des opérations et non uniquement en soutien aux forces nationales. La Russie dément l'implication de ces instructeurs dans de telles opérations, parle d'ailleurs de mensonges et eh bien, on attend encore la réaction du gouvernement centrafricain sur ce rapport. Mais la présidence avait déjà réagi aux accusations d'exaction suite à une précédente enquête de la chaîne américaine CNN mi-juin, qualifiant les allégations de diffamatoires, fantaisistes et même fallacieuses. Alors, le rapport de l'ONU détaille aussi les violences commises par la coalition rebelle CPC qui a tenté de renverser le pouvoir fin décembre. Les experts parlent de violences sexuelles, de recrutement forcé d'enfants ou encore d'attaques contre les casques bleus. Laurent Gbagbo poursuit son pèlerinage en Côte d'Ivoire. L'ancien président acquitté par la Cour pénale internationale de retour en Côte d'Ivoire s'est rendu dans son village natal à Mama, près de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. Il a été accueilli par ses partisans. Les précisions de Nicolas Germain avec les images de notre consoeur de l'AFP, Sadia Mandjou. Le convoi de Laurent Gbagbo a fait son apparition en fin de journée dimanche. Avant d'arriver dans son village natal de Mama, il s'était arrêté dans une autre localité pour se recueillir sur la tombe de sa mère. Elle était décédée en 2014 alors qu'il était incarcéré à la Cour pénale internationale. Cela faisait 10 ans que les habitants de Mama espéraient le retour de l'ancien président.
C'est une joie immense. On va dire il y a eu 10 années de résistance, 10 années de lutte. Et c'est le résultat qui est là aujourd'hui. Notre grand chef, notre guide, notre leader est revenu. Et aujourd'hui, il vient sur la terre de ses ancêtres. Donc nous sommes venus lui accompagner. On ne s'attendait pas à une chose pareille. Et aujourd'hui, Gbagbo est arrivé. On dit quand on va à l'AE, on ne revient pas. Et ça a été une grâce pour nous. Le président est revenu. Il est revenu dans son village. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. On va danser. Un peu plus tard, quand Laurent Gbagbo s'adresse à la foule, le micro ne marche pas bien. Mais cela n'entame en rien l'enthousiasme de ses partisans. L'ancien président est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin, après avoir été acquitté par la CPI. Il avait été accusé de crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales qui ont suivi le scrutin de 2010. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, ce bilan au Burundi. Au moins 15 personnes ont été tuées samedi soir dans une embuscade tendue contre des véhicules dans le centre du pays. Selon des témoignages, les assaillants, une bande armée non identifiée, ont coupé la route avec de grosses pierres puis ont tiré indistinctement sur tous les véhicules présents sur place. Ces coupures d'eau potable à Alger qui suscitent la colère de la population depuis quelques semaines. Les coupures sont devenues plus fréquentes dans la capitale algérienne. Des résidents d'une commune de l'est d'Alger ont bloqué la route menant à l'aéroport pour dénoncer le manque d'eau. Il aura fallu l'intervention des autorités locales pour calmer la foule. Et puis, c'est demain mardi que la Cour constitutionnelle sud-africaine doit statuer sur une possible peine de prison pour Jacob Zuma. Saisi par une commission anticorruption, la plus haute juridiction sud-africaine doit se prononcer sur le sort de l'ex-président accusé d'outrage à la justice. Direction à présent l'Éthiopie, où le conflit dans la région rebelle du Tigré se poursuit. Ce soir, l'armée et l'administration intérimaire ont quitté la capitale du Tigré, Mekele, face à une avancée des rebelles séparatistes. Dans le même temps, le gouvernement éthiopien a décrété un cessez-le-feu dans la région. On retrouve tout de suite notre correspondante à Addis Abeba, Maria Gert Nicolescu. Maria, bonsoir. Que sait-on à l'heure qu'il est ? Oui, plusieurs développements ce lundi autour de ce conflit au Tigré qui dure depuis presque 8 mois dans le nord de l'Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a annoncé dans la soirée un cessez-le-feu inconditionnel dans la région jusqu'à la fin de la saison des cultures qui dure généralement jusqu'au mois de septembre. L'administration intérimaire du Tigré ainsi que l'armée fédérale se sont retirés de la capitale régionale Mekele ce lundi. Les résidents affirment que par la suite, les forces tigréennes sont entrées dans la ville, une information confirmée par le porte-parole du TPLF, le Front de libération du peuple du Tigré. Dans les rues de Mekele, des centaines de personnes seraient sorties pour célébrer ce retour avec de nombreux drapeaux tigréens, selon des témoins, des feux d'artifice et des chants de joie. Pendant la journée, la situation a été très tendue à Mekele avec des soldats éthiopiens qui auraient pillé de nombreux endroits. Ils sont également entrés dans les locaux de l'UNICEF où ils ont endommagé l'équipement de télécommunications satellites de l'organisation. Alors que peut-on attendre de ce cessez-le-feu, Maria ? Alors l'annonce de ce cessez-le-feu a été faite après une demande du président intérimaire du Tigré qui a également demandé à Abiy Ahmed de trouver une solution politique à ce conflit afin de protéger les populations civiles. Le Premier ministre éthiopien avait jusqu'à maintenant nié toute possibilité de négociation avec les forces du TPLF qu'il considère comme une organisation terroriste. Pour l'instant, il n'est donc pas clair si ce cessez-le-feu unilatéral ouvrira la porte à des discussions. Les forces tigréennes, le TPLF n'ont toujours pas réagi à cette annonce de cessez-le-feu. Eux considèrent comme la reprise de Mekele comme une victoire militaire. Les forces tigréennes avaient annoncé depuis la semaine dernière la reprise de plusieurs villes au Tigré. Donc ces deux versions des faits vont certainement continuer à s'opposer au cours des jours qui viennent. En tout cas, si le cessez-le-feu est respecté, cela pourrait représenter un soulagement pour les populations civiles puisque cela voudrait dire que les organisations humanitaires pourront aller dans les zones rurales et apporter une aide humanitaire qui est très attendue. Merci beaucoup Maria Gert Nicolescu, notre correspondante à Addis Abeba.
Lynchage public appelle au meurtre au Sénégal. Les homosexuels ont peur. Une trentaine d'agressions homophobes ont été répertoriées par les associations de défense des minorités sexuelles ces dernières semaines. Des violences qui font suite à une manifestation organisée à Dakar le 23 mai dernier pour réclamer que l'homosexualité soit plus sévèrement réprimée. À Dakar, le reportage de Sarah Sakou. C'est un témoignage rare. Samba, un prénom d'emprunt, a 27 ans et est homosexuel. Ces dernières semaines, le jeune homme est encore plus sur ses gardes que d'ordinaire. On vit comme des criminels à recherche. On traite mieux les animaux que nous. Quand les jeunes vous voient, on vous frappe, voire même tuer. C'est pourquoi on a peur maintenant, tout le monde. Là où je vivais, on m'a soupçonné. Je ne pouvais plus continuer de vivre là-bas. Le climat s'est récemment crispé autour de l'homosexualité qui fait l'objet d'un rejet massif au Sénégal. Fin mai, un collectif d'associations conservatrices a manifesté à Dakar pour réclamer une criminalisation de l'homosexualité avec des peines allant jusqu'à 10 ans de prison. Selon de nombreux témoignages, les agressions se sont multipliées dans la foulée. Les défenseurs des droits de l'homme dans le pays se disent préoccupés. La Constitution du Sénégal protège le droit à la vie, protège le droit à l'intégrité physique des personnes. Et cette Constitution-là ne fait pas de discrimination entre les citoyens par rapport à la protection accordée. Donc l'État doit veiller à ce que ces actions de violence puissent cesser. Le code pénal prévoit pour l'heure jusqu'à 5 ans de prison pour des actes contre nature avec un individu de son sexe. Et une dépénalisation n'est pas à l'ordre du jour. Au Sénégal, nous avons nos valeurs culturelles, nos valeurs sociales, nos croyances culturelles. Et c'est sur cette base que nous nous sommes donné des lois que nous sommes tous tenus de respecter. Et ces lois rejettent toute forme d'actes contre nature. Plus de la moitié des pays d'Afrique subsaharienne répriment l'homosexualité, certains jusqu'à la peine de mort. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine. Vas-y, monte un peu le son, Colu. Ça m'a ramassé, je revends le jeune leur bagage et même si c'est on fait partir les boys. On s'est dit si on achetait un camion, on le transformait en studio d'enregistrement et on amenait la musique vers les gens. Rap, danse, comédie musicale, l'équipe d'Urban Talent déniche depuis 10 ans les graines d'artistes de la ville de Fresnes et ce jusqu'au pied des cités. Fresnes, du bitume et des talents, c'est dans Pas de quartier. Bienvenue à l'Urban Academy. Dans ce foutoir, il y a plein d'idées géniales qui sortent tous les jours, donc c'est cool. Pas de quartier, à voir sur France 24 et sur France24.com.